Bonjour à toi cher spectateur. Iron Sky 2 The Coming Race de Timo Vuorensola, ça fait un petit paquet quand même d'années, très franchement, au moins 3-4 ans, que le projet essaye de se faire. Dans le sens où Timo Vuorensola a eu l'idée quasiment juste après le succès, on va dire, culte du premier Iron Sky, et s'est dit allez, on va faire une suite et on va essayer d'en faire un truc encore plus bis que le premier. Sur le papier, ça donnait envie. Il y a eu toute une campagne de crowdfunding qui était faite, quasiment tout le film est financé en fait par des fans du premier long métrage, et on se retrouve aujourd'hui avec ce film qui sort directement en vidéo comme l'était le premier long métrage, mais qui semble être beaucoup plus ambitieuse à sa mesure que le premier film. Le résumé pour faire simple, alors que la guerre nucléaire a ravagé la planète Terre, les quelques êtres humains restants ont réussi à trouver refuge sur la Lune, dans l'ancienne base nazie. Menée par la fille de la dirigeante de cette base, Obi, celle-ci va tenter une mission qui pourrait sauver l'humanité en récupérant un artefact qui permettrait de mettre en route son arche de survie spatiale. Alors, c'est indéniable que c'est beaucoup plus ambitieux. Mais pour moi, ça se loupe. Et c'est dommage. Très franchement, j'avais envie que ça soit fun. J'avais vraiment envie que Iron Sky 2 soit aussi fun que le premier. Parce que le premier, même si c'est très con, même si c'est moche, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas très très beau, même si c'est complètement décalé, c'est assumé. Et par le fait que ça soit assumé, même si c'est très premier degré, le délire est tellement fou que ça fonctionne. Ici, on se retrouve dans la même position. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un délire qu'on essaye de tenir. Et le souci, c'est que Timo Vuorensola, là, il est complètement en roue libre. Il cherche même plus à rendre son univers un tantinet cohérent, ou même tout simplement logique, comme c'était le cas du premier. Enfin, il y avait ce côté théorie du complot, mais du coup, c'était tellement ancré dans ce qu'on a l'habitude d'entendre si on se balade un petit peu sur Internet, que du coup, ça semblait drôle dans le côté crédible. Et là, le fait est que ça part tellement en vrille que ça pourrait être fun. Le souci, c'est que derrière, on se retrouve vraiment avec un film qui est beaucoup trop premier degré et qui a tendance à nous enchaîner les séquences où ça se prend très au sérieux et qui est persuadé que dans ce sérieux, ça crée du bis. C'est pas le cas. Ça crée un premier degré qui nous amuse pendant une première demi-heure de film et qui rapidement ensuite se tire une balle dans les pattes. Vraiment, au bout d'une demi-heure, je vous défie de ne pas avoir envie de commencer à regarder votre montre, si vous êtes seul chez vous en plus, et de vous dire que ça commence à être un petit peu long et que le délire est sympa, mais qu'il faudra avancer. Il y a des vannes, il y a des choses comme ça qui fonctionnent, mais c'est un vrai travail de maîtrise le bis, c'est pas juste se baser sur un concept. Je pense qu'au final, avec le recul, Timo Vuorensola, sur le premier, il a eu un gros coup de bol. Le bis est un art magnifique, qui demande un sacré tact si l'on ne veut pas tomber dans le graveleux, dans le lourd, dans le poussif et l'abusif du genre. Et pourtant, certains auteurs y tombent assez facilement en plein dedans, en ne sachant pas prendre du recul sur une idée qui pourrait être sympathique, mais qui loupe le coche du culte. Et c'est ainsi que se pose chez nous le nouvel objet bis du cinéma de genre finlandais en la personne de cette suite d'un film culte de quasiment 7 ans, qui s'est presque entièrement fait grâce à l'acharnement de quelques fans sur la toile, mais l'acharnement ne donne que rarement quelque chose de bon, et en la présence, cela donne lieu à un délire beaucoup trop premier degré pour tenir la route sur la longueur, malgré une bonne base de travail. En termes d'écriture, donc c'est basé sur une idée de Timo Vuorensola et le scénario est écrit par Dallan Musson. Et Dallan Musson, ça crève les yeux que il savait pas dans quelle direction aller. C'est simple comme bonjour, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un concept de base qui est plutôt intéressant, celui d'une guerre nucléaire qui empêche les êtres humains d'habiter sur Terre. Et du coup, ils vont se réfugier sur la Lune dans l'ancienne base nazie. Ce que je trouvais être une idée très drôle. Quand j'ai vu le début, je me suis vraiment dit, ouais, ça peut être très très fun. Ensuite, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. L'univers a quelques petites subtilités, il y a quelques petits jeux avec les codes du genre de la SF un peu dystopique qui donnent lieu à des petites séquences qui sont vraiment drôles. Là-dessus, en termes d'écriture comique, le film se tient. Musson, il a vraiment basé tout l'ensemble de son film quasiment sur des gags ou sur des running gags qui tout le long du film vont appuyer certaines séquences et le décalage de certains personnages. Mon gros souci avec cette écriture, c'est que passé ce stade, cette sensation de gag, de petites constructions d'événements qui donnent lieu à des trucs un petit peu drôles, je pense à cette secte de Jobsist qui est à mourir de rire, mais qui est un gag en fait qui est typiquement à l'image de ce film, c'est-à-dire que ça tient sur la première demi-heure de film, et dès qu'on a passé la demi-heure, dès le moment où il se passe ce qui doit se passer, avec la quête de l'artefact, et bien en fait ce running gag ne devient plus drôle. Il devient au contraire très lourd. Et il y a
plein de personnages avec lesquels c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'hormis Obi, qui a une bonne évolution de personnage, tout le reste du temps, Mousson s'est basé uniquement sur de la vanne. Et le reste est complètement premier degré. C'est-à-dire qu'il y a même des séquences de déblatération scientifique où j'ai l'impression que Mousson était persuadé d'arriver à donner un truc un petit peu crédible, genre de toute façon la surface de la Terre, en dessous il n'y a rien. Enfin, ok, c'est drôle, mais n'essaye pas de nous faire croire à la crédibilité de ça. Autant les nazis qui ont une base secrète cachée sur la face cachée de la Lune, les théories du complot aident à appuyer ça, et ça rend le truc un petit peu décalé, sans avoir besoin de trop en faire, ce qui fait que le côté scientifique amène le décalage. Là, non. Là c'est juste con. Et en fait, c'est ça le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on a presque la sensation que le scénario, il est au-delà du premier degré, extrêmement con. Mousson s'est amusé. Là-dessus, on ne pourra pas lui reprocher cela, c'est une chose sûre, mais franchement, le plus gros souci reste que cette écriture ne repose un peu trop que sur le délire du premier, et cherche absolument à faire en sorte que cela se tienne à nouveau sur tout un long métrage, et sur toute une écriture scénaristique. Mais non, malheureusement cela ne réussit pas totalement à nous transcender, et même pire, cela sonne vraiment trop comme un délire premier degré, et ne parvient pas à nous passionner de bout en bout, nous laissant dans la position d'un amateur de bis génialement surpris au début par le premier degré, mais rapidement complètement mis sur la touche par cet amusement beaucoup trop primaire et référencé de manière très abusive. En termes d'écriture, Timo Vuorensola, c'est clair et net que là, dans sa tête, il avait quelque chose de beaucoup plus clair que sur le premier. Le premier, en termes de mise en scène, était quand même vraiment bordélique. Il y avait des séquences où les effets spéciaux étaient tellement à la ramasse que du coup, ça nous faisait sortir du long métrage. Là, ici, la crédibilité est le mot d'ordre. Crédibilité visuelle, hein. J'entends pas crédibilité en termes de ce qui se passe à l'image. Ce qui se passe à l'image, ça reste très très con. Mais les effets spéciaux sont hyper chiadés. Et vraiment là-dessus, j'ai trouvé ça impressionnant. La mise en scène arrive quand même très très bien à jouer entre décor réel et prise de vue sur fond vert. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Il y a des moments où je me suis dit que si un film indépendant, rien qu'avec du crowdfunding et un tout petit peu de financement à côté, peut arriver à être de ce niveau-là, ça montre quand même qu'il y a des boîtes d'effets spéciaux qu'il faut mettre plus en avant. La boîte qui s'est occupée des effets spéciaux de ce film, c'est monstrueux. À aucun moment, j'ai eu la sensation que ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Et le film se tient quasiment uniquement là-dessus. C'est-à-dire que si vous mettez les deux films l'un à côté de l'autre, le premier et le premier se tient parce qu'il y a le côté décalé et parce que l'image est très 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 sale, dans le sens où c'est pas très beau. Et du coup, ce décalage fait tenir le premier film. Le deuxième, c'est vraiment l'image qui tient tout le film parce que derrière, le concept n'arrive pas à fonctionner. Mais là-dessus, Vuorensola, il a fait un super travail, je trouve. Vuorensola s'est éclaté sur ce métrage, cela se voit et franchement dans le genre, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle production indépendante chercher le plus possible à être crédible et à ne pas simplement être un délire bis décalé et fumé. En termes de production design et d'effets visuels, le film est une petite claque. Mais passé cela, une nouvelle fois, cette idée de premier degré se retrouve encore et toujours au centre de notre œil de spectateur, et même si cela amuse et fait rire au début, rapidement on a l'impression que cela reste un effet de style très limité, et pas vraiment amusant sur le long terme. Et franchement, cela fait un peu mal quand on voit le potentiel de l'objet. En termes de casting, je vais pas passer des heures à vous parler de celui-ci, parce que franchement, Vladimir Burlakov, Julia Dietz, Udo Kier, Tom Green et John Flanders, peut-être les seuls acteurs qui ressortent en termes de secondaire, et il n'y en a aucun qui est bon. Udo Kier est complètement en roue libre, ça donne lieu à des séquences où c'est surréaliste, mais vraiment à un point où c'est pas une seule seconde crédible. Il y a toute une batterie d'acteurs que franchement, j'ai envie de jeter à la poubelle parce qu'il n'y en a aucun qui rend le film crédible. C'est limite navrant par moment parce que on sent que ce genre de film, ça peut se baser sur des acteurs qui sont complètement en roue libre. Et là, il n'y a aucun des acteurs qui est réellement en roue libre. Ils sont en décalage en termes de jeu. Et hormis l'actrice principale, je trouve que tout le reste du casting est réellement purement et simplement à jeter. Lara Rossi est peut-être l'une des rares actrices qui s'en sort, parce que le reste du casting est totalement à la ramasse, mais dans le genre, franchement, on s'y attendait un peu. Et cela reste tout de même très amusant malgré tout. Au bout du compte, Iron Sky 2, The Coming Race, franchement, restez sur le premier. Très franchement, restez sur le premier film. Si vous ne connaissiez pas avant d'entendre parler de ce film par le biais de cette vidéo, contentez-vous du premier. Celui-là, c'est juste une pantalonnade avec des effets spéciaux réussis. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Mais franchement, en termes d'écriture, c'est très très long et pas passionnant. Gardez juste ça en tête. Iron Sky 2 de Tommy Vuorensola, non, ça vaut pas le coup de l'acheter en DVD très clairement.
Restez sur le premier, à la limite, téléchargez-le. Très franchement, j'ai presque envie de vous pousser plus à le télécharger si vous voulez le mater. Parce que Iron Sky, déjà le premier, était devenu populaire par le biais du téléchargement. Si le 2 peut juste se contenter de ça, ça peut être très bien parce que derrière, il n'y a pas grand-chose à sauver sur ce film. A plus!